Nous commençons ce soir notre dernier cours de philosophie morale. Je vous rappelle que la philosophie morale se distingue en 3 parties, qui sont d'une part la philosophie morale individuelle, que l'on appelle aussi philosophie morale tout court, mais qu'il y a aussi la philosophie économique et la philosophie politique qui appartiennent à la philosophie morale. Le mot moral donc désigne à la fois le genre et l'espèce, comme l'homme désigne à la fois le genre et aussi l'homme en tant que divisé de la femme. Et donc, la philosophie morale comporte 3 parties qui sont la morale individuelle, l'économique et la politique. Pourquoi ? On l'a vu. L'objet de la morale, c'est l'agir humain. La morale au sens global du terme. Or, l'agir humain est de 2 sortes. Il est d'une part individuel, il est d'autre part collectif. Individuel, c'est donc la morale individuelle, ou monastique comme on l'appelle parfois, parce que ça vient de monos, seul, ça ne fait pas du tout allusion à la vie cénobitique ou anachorétique. Et donc d'autre part l'agir collectif qui lui-même se subdivise, car l'agir collectif peut être soit familial, centré sur la maison familiale, et maison en grec se dit eukon, ou eukaon si vous voulez le transcrire en français. Ça donne donc l'économique. D'autre part, il y a l'agir collectif qui intéresse la cité, et c'est l'agir politique, que va donc étudier la science politique. J'en dirai un petit mot tout à l'heure pour bien articuler la distinction entre économique et politique. Et donc vous rappelez que le mot économique n'a pas le sens actuel. Le sens actuel, en fait, est un sens politique, immédiatement. L'économique, en fait, c'est ce qui intéresse les conditions matérielles du politique. Et nous avons vu qu'en définitive, le véritable sens, c'est un sens plus restreint, qui intéresse donc la société intermédiaire qu'est la famille. Alors, une petite remarque de méthode. Nous allons donc faire de la philosophie politique. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la politique jouit d'un certain discrédit dans l'opinion commune. La politique, le politique, comme on dit, s'est dégradé en polémique. Et habituellement, on distingue même la politique, proprement dit, de la politique politicienne, pour taper sur la politique politicienne et dire « Ah, la politique avec un grand P, si on faisait de la politique ». Je pense qu'il faut bien saisir la distinction qui est là-dessous, qui n'est pas une fausse distinction, mais qui peut être dangereuse. Je vous rappelle ce que vous avez vu la dernière fois. En morale au sens général du terme, on doit distinguer, d'une part, les principes communs et les principes propres, d'autre part, l'agir individuel. C'est vital, cette distinction. C'est vital. Vous vous souvenez de cette distinction ? Le principe général qui est tu dois rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Oui, mais dans tel cas singulier, c'est pas toujours évident. Si mon voisin m'a prêté une vanne de long rifle et que je viens le revoir fou furieux en lui disant « File-moi ma vanne de long rifle parce que j'ai envie de tuer mon percepteur d'impôts ». Bon, en soi, le principe universel devrait faire qu'il me rende la vanne de long rifle. Mais l'application dans le cas singulier fait qu'il se dira attendons quelque temps quand même. Et donc, vous vous rendez compte qu'il y a une distinction indispensable à faire entre le principe universel et son application concrète, singulière, prudentielle. Bon, ayant bien distingué ça, si on l'applique à la politique, on va aussi distinguer, d'une part, la politique dans ses principes communs, ses principes propres, donc la politique dans son universalité. C'est ce que étudie notamment la philosophie politique et les sciences politiques.
Nous allons donc nous mouvoir au niveau de l'universel, voir qu'est-ce que c'est qu'une société politique, qu'est-ce que le bien commun, etc., etc. Mais ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce que c'est qu'une société politique. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre dans une société politique. Étudier le bien commun, oui, mais je veux vivre le bien commun. Donc, il faut aussi appliquer ces principes. Et pour appliquer ces principes, eh bien, je suis désolé, il faut faire de la politique politicienne. Sinon, on risque fort de tomber sous le couperet d'une critique assez rude qu'avait faite Peggy en s'adressant aux disciples de Kant. Il disait « Oh, ils ont des mains pures, mais ils n'ont pas de mains. » C'est bien souvent le cas en politique. Hein. C'est très facile de critiquer devant le petit poste de télévision. Ah, moi, si j'étais à la place du gouvernement, je vous dirais ce que je ferais. Voilà. On a en France 55 millions de chefs de gouvernement en puissance. Hein. C'est fantastique. Le problème, c'est que passer des principes communs, des principes propres en politique pour arriver à l'action concrète, ça suppose une expérience et une carrure que peu peuvent avoir. Donc, ne méprisons pas trop la politique politicienne. Je ne dis pas qu'il faut se salir systématiquement les mains. Par mode de parenthèse, un des hommes politiques les plus admirables que je connaisse s'appelle Maurice Schumann, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a un livre qui a été écrit par René Lejeune, qui le connaissait très bien, et qui est probablement un des hommes politiques les plus admirables qui soit, hein, d'ailleurs quasiment un saint. Sa cause de canonisation a été introduite à Rome, qui était un homme dont le grand principe politique était la vérité en toute chose. Et il ne s'est jamais compromis. Donc pour dire que la politique n'est pas forcément quelque chose de salissant. Il existe des modèles comme ça. C'est quand même lui vous le savez comme moi, c'est lui le fondateur de l'Europe. Donc c'est un homme d'intuition, un homme de grande taille. Quel plan allons-nous suivre? Ce ne sera pas original, toujours le même plan. Nous allons donc prendre les 4 causes et étudier la société politique, cette fois-ci, par les 4 causes. On essaiera aussi d'épingler éventuellement les erreurs libérales et socialistes quand nous le pourrons. Alors, premièrement, la cause matérielle de la société politique. Je vais passer assez vite dessus. La cause matérielle de la société politique, c'est l'homme, bien sûr. C'est l'individu humain, la personne. Et il faut maintenir très fermement cette thèse d'Aristote que l'homme est un animal sociable, ou plus précisément, je crois que c'était Oscar Wilde qui devait dire ça, l'homme est un animal social, pas sociable. En général, il n'est pas très sociable, mais il est social. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'homme est constitutivement fait pour vivre en société. Comme on dit en logique, c'est une propriété de l'homme. Pourquoi donc? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça vous rappelle quelque chose. Déjà, l'homme est appelé à vivre dans cette petite société qu'est la société familiale. Pour la raison très simple, même si on n'est pas sûr que ça se perpétue, la raison très simple qu'il est né dans une famille. L'homme ne naît pas de manière spontanée. Donc l'homme est appelé à vivre en famille, il en est, il en fondera une, le plus souvent. Mais, c'est ça qui est important à voir, la société familiale ne suffit pas à l'homme. La société familiale ne peut pas suffire à l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas assurer le bien intégral de l'homme, contre toutes les tentatives de ghetto. Je pense que c'est une des intuitions les plus profondes d'un des plus grands et bien connus ethnologue et anthropologue de notre siècle, Claude Lévi-Strauss, dans sa thèse de doctorat sur les structures élémentaires de la parenté, d'avoir montré que la prohibition de l'inceste, donc comme invariant universel, n'a pas seulement un sens biologique, mais aussi un sens d'abord culturel. C'est l'ouverture à l'autre. La prohibition de l'inceste, c'est d'abord pour but de ne pas clore la société familiale sur elle-même, mais de l'ouvrir. Les femmes du clan, de la tribu, sont faites pour les autres.
est très important, c'est une intuition profonde. On veut dire, bon, quel que soit le vocabulaire par lequel c'est enrobé, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable de lire Lévi-Strauss, mais peu importe, l'intuition, c'est que l'homme ne trouvera pas sa perfection dans la simple famille. Et même derrière ça, il y a un petit peu l'intuition du coup. La fameuse meurtre symbolique du père de Freud, il y a quelque chose de juste, je veux dire, il faut qu'on sorte de la famille. Et la raison est très évidente. Hein. Pour vivre, on a besoin d'avoir des chaussures, par exemple. On a besoin d'avoir du pain. On a besoin aussi, si on veut bien vivre, quelques petits livres de temps en temps, j'imagine comme des livres de philosophie, c'est une bonne idée. Or, nul d'entre vous ne peut avoir les compétences d'un cordonnier, d'un boulanger, d'un éditeur, etc. Il faut donc, si nous voulons avoir tout notre bien-vivre, nous partager les tâches. Donc la raison fondamentale de la non-suffisance de la société familiale, c'est la nécessaire division du travail. Donc pour que nous ayons notre bien, et notre bien total, il faut que le travail soit divisé. Et que certains pourvoient certaines choses et d'autres pourvoient d'autres choses. Donc on doit dire, comme disait saint Thomas très profondément, que la famille, et comprenez bien ce que ça veut dire, est une société imparfaite. Elle est donc imparfaite parce qu'elle n'assure pas le bien complet et total de l'homme. On a toujours tendance un petit peu à se replier sur sa famille, c'est bien commode, c'est le cocon familial, dangereux. Alors que la société politique, justement, va assurer le bien total de l'homme. Ce qui définit la société politique, c'est sa capacité à pouvoir de façon autonome donner à l'homme tout ce qui est nécessaire à son bien. Je ne dis pas que c'est la société politique qui est la cause du bonheur, au sens cause totalisante, mais elle procure tout ce qui est nécessaire. De ce point de vue-là, la société politique se caractérisera par son autonomie, par sa suffisance. Théoriquement, elle doit vivre en autarcie. Alors je sais bien qu'il y a des échanges internationaux qui de plus en plus nous font comprendre que les barrières politiques se craquent, si vous voulez, mais ce sont des échanges, d'abord des échanges matériels et économiques, et qui surtout ne nuisent pas le principe de souveraineté de l'État, qui est donc le signe même que la société est autonome. Il n'y a pas de souveraineté de la famille, il y a une souveraineté de l'État. Il peut y avoir des échanges interculturels, mais ce sont des apports qui sont comme tels accidentels. Donc, la société politique, de ce point de vue-là, doit être dite société parfaite. Et aucune société intermédiaire inférieure à la société politique n'est société parfaite. Vous prenez la famille, après ça vous prenez le village, le regroupement de villages, le comté, ce que vous voulez. Tout ça, ce ne sont pas des sociétés qui, comme telles, sont autosuffisantes. Donc ce ne sont pas des sociétés non plus qui sont parfaites. Il faut accéder à la... Alors, du temps des Grecs, c'était la cité, aujourd'hui c'est l'État, pour avoir une société qui a sa consistance propre. Et vous saisissez que cette distinction n'est pas seulement qu'une distinction quantitative et numérique. C'est pas parce que la société politique est plus grande. Vous savez que Moscou, qui n'est qu'une ville, a plus d'habitants, ou a autant d'habitants que la Belgique, et plus d'habitants que les Pays-Bas, par exemple. Donc, c'est pas une question numérique, c'est pas une question de quantité. C'est d'abord une question d'accession à la finalité. Donc, c'est d'abord une question de finalité. Ce qui distingue la société économique de la société politique, c'est la finalité. À savoir que la famille, ou la ville, ou ce que vous voulez, comme société intermédiaire, ne procure pas le bien total de l'homme. Elle ne procure qu'un certain bien-vivre. Mais le bien-vivre total, le bien-être total n'est donné que par la société politique. Et un des signes que l'homme est un animal sociable, je vous rappelle que nous parlons de ça, nous dit Aristote, c'est qu'il est doué de langage.
le langage est un signe de la sociabilité de l'homme. Vous pouvez vous parler à vous-même quand vous êtes seul, mais ce n'est pas la peine de parler tout fort. Donc l'homme est un animal loquace, comme on dit. Le par-l'être, c'est le beau mot que donne Lacan pour dire l'homme. L'homme est un par-l'être. Par opposition à l'enfant qui est infans, et fort faré en tête, ça veut dire parler. L'enfant, c'est celui qui ne sait pas parler, étymologiquement. Et donc, comme dit Aristote, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il disait, l'homme qui vit seul est l'ermite, est soit un surhomme, soit une bête. Il faut être un surhomme pour vivre seul. Celui qui prétend vivre seul a des prétentions prométhéennes. Au contraire, ce n'est qu'un animal. La brute vivra seule, par misanthropie, etc. C'est important donc de noter que dans l'espèce de refus hippie de la société, il y a quelque chose de foncièrement faux, et qui d'ailleurs bien souvent s'enracine dans une vulnérabilité. Parce que c'est évident que savoir que l'homme ne peut véritablement se parfaire et se compléter qu'en société, ça signe qu'intrinsèquement, l'homme est dépendant. Alors on l'avait vu pour le bonheur, mais on le voit de manière beaucoup plus humble et beaucoup plus modeste par le fait qu'il a besoin des autres pour s'achever, ne serait-ce qu'au niveau matériel. Il faut vivre, je sais pas moi, il faut vivre sur une île de Polynésie pour ne pas avoir besoin des autres, et encore. Quand j'étais en Guinée, c'est vrai que j'étais frappé de voir que les gens vivaient avec peu de choses, mais ils ont quand même besoin de temps en temps d'aller à la ville pour vendre une chèvre et pour avoir le minimum de protéines dont ils ont besoin. Et puis parce que l'enfant vient d'attraper une maladie telle qu'il faut. Donc, l'homme ne peut pas vivre seul, et c'est certain qu'aujourd'hui, c'est très frappant de voir qu'il y a une tendance profonde, libérale, si on peut dire, individualiste en tout cas, à rechercher sa perfection en soi-même. C'est frappant de voir que la plupart des gens veulent tout être. Je ne veux pas critiquer les femmes qui sont ici, mais c'est quand même frappant de voir la femme qui veut être à la fois au foyer, à la fois bénéficier des avantages d'une place professionnelle, etc., faire plein de choses. On a l'impression qu'on court 10 lièvres à la fois, qu'on ne veut pas recevoir sa perfection de quelqu'un d'autre. Il faut beaucoup se méfier de ça, veut dire c'est que intrinsèquement l'homme a besoin des autres et c'est dans la complémentarité qu'il trouvera sa perfection. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et finalement, dans cette espèce de volonté d'indépendance, de vivre seul, il y a comme une crise d'adolescence attardée. L'adolescence, c'est celui qui veut seul contre tous. Alors, il y a donc 2 erreurs par rapport à la conception de l'animal sociable. La première, c'est l'erreur libérale. Typiquement caractérisée par le rousseauisme, qui est de dire que le caractère sociable de l'homme est purement accidentel, c'est superfétatoire. C'est un accident de la nature, ou plus exactement un accident de la volonté humaine. Donc ce serait donc la thèse libérale, individualiste, nous dit que l'homme est accidentellement social. Donc là, ce n'est plus une propriété, ce n'est qu'un accident. Malencontreux, mais il faut bien y arriver parce que lorsqu'on met les hommes chacun dans leur coin, au bout d'un moment ils se tapent dessus et il est quand même préférable qu'ils soient ensemble, qu'ils se tapent moins dessus, même s'ils ne sont plus libres, mais du moins il y a moins de dégâts. C'est vraiment ça, je vous le caricature, mais tous les philosophes du contrat, Hobbes, etc., c'est ça, avec en même temps un profond pessimisme. Mais même si on voit Rousseau comme quelqu'un de prônant l'innocence humaine, la sainteté de la nature, comme disait Maritain, ce n'est pas vrai. Si l'homme se retrouve avec quelqu'un d'autre et est forcé de lui taper dessus, c'est que dans le fond, il imagine que tout homme est un Caïn pour son frère. C'est ça ce qu'il y a derrière le rousseauisme. Et inversement, l'erreur socialiste, je prends le socialisme comme une essence, typiquement Saint-Simon, Proudhon, Marx, je ne désigne pas comme tel certains régimes actuellement en vigueur. L'erreur socialiste nous dit l'homme est essentiellement sociable. Quelle est la différence entre cette thèse-là et la thèse que nous soutenons ? Eh bien, pour nous, la sociabilité est une propriété, mais ne constitue pas l'homme. Alors que pour le socialisme, l'homme ne va exister que dans le groupe et que par le groupe.
Et ultimement, l'homme va disparaître au nom de l'humanité avec un H haut grand comme la tour Eiffel. Il va complètement se dissoudre dans le groupe et ne pourra exister que par le groupe. Alors que non, il y a une individualité qui est irréductible au groupe. Alors la cause matérielle, c'est la personne. C'est aussi, mais je n'ai pas le temps de détailler ça, je passe, c'est aussi tout le tissu social, notamment les familles, etc. C'est important. Notez bien que Rousseau, quand il parle de la cause matérielle de la société politique, il ne parle pas comme ça, mais quand il en dit quelque chose, il parle toujours des individus humains et jamais des familles. Pour Rousseau, la famille est une réalité accidentelle qui passe. Lorsque l'enfant accède à un certain âge, la famille pour lui va se dissoudre et chacun va retourner sur son arbre. Donc, cause matérielle aussi, donc tout le tissu social et donc tous les groupements. Une petite remarque par rapport à ça, c'est très important. La société politique ne dissout pas les groupements intermédiaires. Tout à fait important. La société politique n'est pas une mise entre parenthèses de tous les groupements naturels, notamment, et à commencer par la famille. Il faut quand même que je vous dise un petit mot de ça, c'est important. C'est ce que l'on appelle le principe de subsidiarité. Subsidiarité. Très très important. Qu'est-ce que nous dit ce principe? Ce principe nous dit qu'il ne faut pas transporter si vous préférez, à une instance ou un groupement supérieur les responsabilités que peuvent assumer les instances subordonnées. Il ne faut pas transférer à une instance ou un groupement supérieur les responsabilités, les actions, les opérations que peuvent réaliser, que peuvent assumer les groupements inférieurs. Qu'est-ce que ça signifie, sous cette apparence un petit peu rebutante? Ça signifie que si la famille peut faire quelque chose, c'est pas la peine que la société politique s'en charge. C'est extrêmement important cette question-là. L'application immédiate, c'est quoi? Je pense notamment au problème de l'école et de la famille, de l'école. Qui doit s'occuper de l'école? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est la famille? Vous savez, le grand débat sur l'école libre, c'est très rare qu'on ait placé le débat au bon niveau philosophique. Généralement, on discutait sur des choses qui étaient tout à fait de l'écume. Alors que l'essence du problème, c'est de savoir à qui appartient la responsabilité de mettre ses enfants dans telle ou telle école. Est-ce que c'est à l'État ou est-ce que c'est à la famille? Eh bien, au nom du principe de subsidiarité, je dois respecter la famille qui est tout à fait apte de choisir l'école. Notamment, je veux dire, quand on voit actuellement l'obligation qu'a la famille de mettre l'enfant dans l'école publique du quartier, je veux dire, à mon sens, c'est profondément contre la liberté, la capacité qu'a la famille de pouvoir choisir l'école qu'elle veut. Et donc, de ce point de vue-là, l'État n'a pas à se substituer à la famille lorsque la famille ou les groupements intermédiaires peuvent assurer les responsabilités. Et bien sûr, elle a le droit de regard, il faut qu'elle régule, etc., pour qu'il n'y ait pas d'abus. Mais elle doit leur laisser, elle est là non pas pour se substituer, seulement pour aider, favoriser, pour permettre les conditions d'un juste exercice du droit. Deuxièmement, et nous allons insister davantage, la cause finale de la société politique. Tout le monde en connaît le nom, on en parle beaucoup, mais bien peu savent vraiment ce qu'il y a dessous. C'est le bien commun. Premièrement, on va surtout détailler ça. Qu'est-ce que c'est que le bien commun en général? Et après ça, nous l'appliquerons à la société politique. Alors on va essayer de voir ce que c'est, et après ça je poserai une certaine difficulté qui est toujours celle qui nous bloque. Alors pour voir ce que c'est que le bien commun, partons de quelques petits exemples. Dans un orchestre, il y a un bien commun. Il y a un bien commun que tout le monde recherche. Quel est le bien commun de l'orchestre? Le bien commun de l'orchestre, c'est que l'orchestre exécute le morceau de musique.
Or, pour que ça se réalise, il faut prendre en compte différents éléments. Notamment, il faut que chaque instrument joue, chaque instrumentiste joue. Il ne faut pas que le violoniste envoie son concierge et que lui, c'est des choses qui arrivent, puis il imite les autres. Donc il faut que chaque instrumentiste joue si possible la bonne partition. Il faut aussi, si possible, que le chef d'orchestre soit là, etc., etc. Est-ce que le bien commun est le bien de tel instrumentiste ou de tel autre? Est-ce que le bien commun est assuré par le fait que le violon joue sa partition? Est-ce que même le bien commun, c'est le bien du chef d'orchestre qui anime les différents instrumentistes qui sont là? Non. Le bien commun, ce n'est pas le bien de tel instrumentiste, ce n'est même pas la somme du bien des différents biens particuliers. Le bien commun, c'est la communion, au sens étymologique du terme, la commune union, c'est l'unité même que tous réalisent, parce que c'est l'unité seule qui donne le morceau de musique. Et alors, la bonté du morceau de musique, c'est très important à noter, peut se communiquer à chacun. Et je dis bien communiquer, c'est ça justement, le sens même du mot commun. On y reviendra. Remarquez encore une chose. Ce bien commun est supérieur à tous les biens particuliers. Même aux biens particuliers les meilleurs. C'est vrai qu'il est bien meilleur, si on est soliste dans un concerto par exemple, il est bien meilleur de jouer du piano dans le concerto que de jouer du triangle à un moment donné. Je pense au premier concerto de Liszt par exemple, on sait que c'est quand même mieux. Mais même le meilleur bien qu'est le bien du soliste est inférieur au bien commun qu'est le morceau qui est exécuté. Si tout le monde joue du piano comme le soliste, il n'y aurait plus de concerto. Et donc, le meilleur bien du pianiste, c'est pas qu'il joue bien sa partition, c'est qu'il la joue bien en mesure avec les autres, et donc son meilleur bien, c'est le morceau de musique. C'est la même chose dans l'univers, on prend un deuxième exemple. Même chose dans l'univers. L'homme est la plus parfaite des créatures dans l'univers. Bon, on est tous intimement convaincus. Vous êtes les meilleurs. Mais ce qu'il y a de meilleur dans l'univers, ce n'est pas l'homme lui-même, c'est le fait que chaque chose soit à sa place. Le meilleur bien de l'homme, c'est pas seulement que lui soit homme avec ce que ça implique comme perfection, liberté, intelligence, etc., mais que lui soit à sa place par rapport au reste. L'écologie nous le rappelle bien d'ailleurs. Quand les choses ne sont pas en place, c'est la catastrophe. Donc le meilleur bien de l'univers, c'est justement cette diversité, cette perfection qui vient de la diversité. Que chacun soit à sa place, qu'il n'y ait pas que des hommes, qu'il y ait aussi des astres, qu'il y ait aussi des animaux, etc. Donc le plus grand bien de l'homme n'est pas en lui-même, mais dans la place de chacun. Il y a d'ailleurs un signe, pour ceux qui sont chrétiens, qui est tout à fait passionnant, même ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut ouvrir la Bible. Dans le premier chapitre de la Genèse, c'est très intéressant de voir que Dieu, à la fin de chaque jour, dit « Cela est bon ». Il arrive au 6e jour, il fait l'homme, cela est bon, et comme se retournant pour voir toute la création, Dieu dit « Cela est très bon ». C'est très intéressant de voir ça. Alors que Dieu dit cela est bon pour chacun des jours de la création, donc pour chacun des biens particuliers, lorsqu'il se retourne pour voir toute l'œuvre accomplie par la création de l'univers, il dit cela est très bon. Parce que le bien commun est supérieur aux différents biens particuliers. On pourrait prendre plein d'autres exemples, on pourrait prendre des exemples, le banquet, on pourrait prendre ceux qui vivent en communauté, on peut prendre une assemblée, etc. C'est différentes possibilités. Le meilleur bien, c'est pas que je fasse mon petit truc à moi, même si c'est très bien. À la messe, par exemple, le meilleur bien, c'est pas seulement le bien du prêtre. Ah, mais c'est vrai que c'est beau, franchement, faire un beau sermon, etc. C'est que chacun soit à sa place, par exemple.
Alors maintenant, partant de ces exemples-là qui sont tout à fait importants, il faut y revenir. Ce sont les expériences que nous avons des biens communs. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Qu'est-ce qu'il faut entendre par bien commun? Eh bien, analysons les deux termes. Qu'est-ce que c'est que bien? Qu'est-ce que c'est que commun? Le bien commun, tout d'abord, c'est un bien. Truisme. On ne peut pas définir ce que c'est que le bien, parce que c'est une notion aussi universelle que l'être. On peut simplement dire, c'est une description, le bien, c'est ce que toute chose désire. Je renvoie au cours de morale. Ça veut dire que le bien, c'est la perfection propre d'un être. Et il faut aussitôt ajouter, c'est important, que donc le bien est proportionné à la nature de chaque être. Le bien diffère selon chaque espèce. Le bien d'un homme, ce n'est pas le bien d'un chien. Même si aux USA, il existe une chaîne de télévision pour chiens. Il dit c'est très commode, il n'y a jamais de grève. C'est vrai, ça a des avantages. Mais là, c'est confondre le bien de l'homme. Et cette chaîne pour chiens, je veux dire, c'est fait pour les chiens des différentes familles. Tiens, j'ai un article intéressant, si vous voulez vous y retrouver, qui disait que on trouve davantage de chats chez les intellectuels et de chiens chez les gens qui ne sont pas intellectuels. Alors n'intervertissez pas, je veux dire, ça ne veut pas dire que parce que vous aimez plus les chats que vous êtes intellectuel. Mais c'est une constatation qu'on a faite. Alors, allez trouver la cause. C'est toujours l'inconvénient de la sociologie, c'est qu'on vous livre une statistique, mais on ne connaît pas la cause après. C'est un bien. Deuxièmement, c'est un bien commun. Commun ou universel, ça signifie ce qui est un et peut se communiquer à plusieurs. Commun, c'est synonyme d'universel. Universel, étymologiquement, c'est unum versus multa. Un, unum, versus tourner, multa, vers plusieurs. C'est quelque chose d'un qui rayonne sur plusieurs. Or, et c'est ça qui est très important à bien comprendre, ça c'est le cœur. Or, il y a deux sortes de communautés. D'une part, il y a la communauté qui existe dans la raison humaine, qui est élaborée par notre intelligence, si vous préférez. Il y a une communauté qui est élaborée par notre intelligence, une communauté abstraite. On l'appelle aussi communauté de prédication. Pas de prédicateur. Exemple, la notion d'homme est une notion que j'abstrais par connaissance, et qui est une notion qui existe par mon intelligence, dans mon intelligence, et qui en effet est commune aux différents hommes que je peux rencontrer. Et vous comprenez que la notion d'homme, le concept d'homme, il est dans mon intelligence. Et après ça, je le fais participer aux différents hommes concrets. Mais la seule chose que je connaisse, la seule chose qui existe concrètement, ce sont les hommes individuels. Donc cette notion commune n'existe pas, je n'ai jamais rencontré l'homme en soi. Il n'existe que des hommes individuels. Très important à comprendre. Donc, cette notion-là n'existe que dans mon intelligence, elle n'existe pas dans la réalité. D'autre part, il y a une communauté qui, elle, est réelle. Celle-ci n'existe plus dans la raison, mais dans la réalité. C'est le fait d'un être qui rayonne et communique ce qu'il est à différents êtres. C'est ce que l'on appelle la communauté ou l'universalité de causalité. L'exemple type, c'est le soleil. Le soleil, c'est un être un qui rayonne, par exemple, sur toute la Terre. C'est grâce au soleil que l'on a toute la météorologie, toute la croissance des êtres vivants, etc. Le soleil est un être un qui se communique à plusieurs. Très important de voir, donc c'est une communauté concrète. Là, c'est un universel concret, pourrait-on dire. Eh bien,
commun, quand on parle de bien commun, ça s'entend au second sens du terme. Non pas au sens abstrait, mais au sens concret. Le bien commun, c'est donc un bien réel, communicable. On parle de bien commun lorsque le bien est communicable. Un bien commun est un bien réel communicable. Donc un bien que plusieurs individus sont aptes à recevoir. Dès lors qu'un bien peut diffuser et qui peut être reçu, on parle de bien commun. Exemple. Un grain de raisin, ce n'est pas un bien commun. C'est la rigueur communicable à une personne. C'est un bien qui donc ne peut être donné qu'à une seule personne, sauf si on le découpe. Mais c'est un piètre bien commun. Par contre, le silence, c'est un bien commun, le silence. Tout le monde en profite. Il ne faut pas grand-chose pour le casser. Et ça, c'est un bien commun. De même, l'absence de fumée, c'est même tellement un bien commun que c'est devenu un critère de distinction des wagons. Vous savez que la SNCF va augmenter le nombre de wagons non-fumeurs. Tant mieux. Donc, le bien commun, c'est un bien qui se communique. C'est donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement concret. Moi, je réalisais ça un jour, je me trouvais dans le RER. Et vous savez que dans le RER, lorsque vous entendez la sonnerie, plus personne n'a le droit de monter. C'est pas véritablement ce que l'on fait, habituellement. De manière à permettre la fermeture des portes et à la rame, de partir. Et vous savez d'ailleurs que statistiquement, on a fait des études assez intéressantes qui montrent qu'il est bien préférable de laisser la rame partir, parce qu'en général, il y en a une autre qui suit tout près, et que finalement, ça écluse beaucoup plus vite et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, c'est un bien commun que d'attendre que le signal sonore, que de ne pas monter lorsque le signal sonore retentit. Et en général, vous voyez ce qui se passe, on préfère son petit bien singulier au bien commun, alors que finalement on se dessert soi-même. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Vous savez, l'exercice du bien commun, on en reparlera, ça commence par des petites choses comme celle-là. Le sens politique commence par ces choses-là. Donc vous voyez, le sens du bien commun, comme le silence. Alors, justement, le bien commun n'est pas un bien commun au premier sens du terme. Ce n'est pas une abstraction. Rousseau, je parle tellement de Rousseau parce que c'est vraiment celui à qui on doit la majeure partie de nos erreurs en politique. Rousseau, justement, dans le contrat social, nous parle d'un bien commun au premier sens. C'est un bien abstrait. Ce bien commun dont il nous parle, qui est l'aliénation générale des libertés, c'est un bien commun dans la mesure où c'est la liberté de l'homme. Mais la liberté de l'homme, c'est un bien tout à fait abstrait. Il n'existe que des hommes libres et pas une liberté. Et bien souvent, il faut reconnaître que nos discours politiques sont remplis d'abstractions. Et que les biens communs dont on parle sont des biens abstraits. On vous parlera de la paix ou la liberté. Je suis désolé. La liberté comme telle, c'est typique, la liberté quand on en parle. La liberté n'est pas comme telle un bien commun. Ça ne tient pas. Ce qui serait un bien commun, c'est telle subvention permettant telle liberté de la presse, par exemple. Oui. C'est pas du tout pareil. Là encore, vous savez comme moi que c'est là où on en parle le plus qu'on exerce le moins la liberté. Alors, on en tire un certain nombre de conséquences importantes. Le bien commun est doué d'un certain nombre de propriétés. Premièrement, le bien commun, quatre propriétés. Premièrement, le bien commun est un bien universel, on vient de le dire. Donc, on ne peut parler de bien commun que lorsqu'il intéresse plusieurs personnes. Très important. Bon, nous allons parler maintenant à table d'un sujet qui intéresse tout le monde. Ça n'intéresse que moi. Je suis désolé, ce n'est pas un bien commun. Dans certains pays, on peut se poser des questions sur le véritable bien commun. Autre le nom, autre la chose. Deuxièmement, le bien commun est une cause. Très important. Le bien commun tire sa dignité de sa capacité causale. Il est bien justement parce qu'il cause le bien des individus. Le soleil est un bien commun parce que c'est lui qui cause la photosynthèse dans la plante, c'est lui qui cause le Gulf Stream, c'est lui qui cause, etc. La propreté du métro, par exemple, c'est un bien commun. Un bien commun. Une grande importance hygiénique. Vous savez, dans certaines stations de Paris,
on a dépassé le seuil de tolérance hygiénique. Et lorsqu'on fait des prélèvements, le nombre de microbes qui a par partie par million dépasse ce qui peut être tolérable. Danger. Donc, la propreté est un bien commun. C'est véritablement une cause, c'est une cause de santé. Et si on voit que le bien est cause, ça montre la densité de réalité du bien commun. C'est quelque chose de très réel. Même si on ne le touche pas, c'est quelque chose de très réel. Troisièmement, le bien commun est un bien un et indivis. Très important ça, très très important. Bien que le bien commun soit attribuable à plusieurs, il ne se partage pas. Je ne peux pas emporter mon orchestre chez moi pour m'entendre un petit morceau. Je suis désolé, je ne peux entendre le morceau que lorsque je me trouve en face de l'orchestre. Et lorsque je joue mon instrument, je joue avec tous les autres. Le bien commun et le bien du tout, on ne le partage pas, il est indivis. Je dois le vivre avec les autres. Ah oui. Quatrièmement, enfin, ce bien commun, pour être universel, n'en est pas moins la cause la plus intime qui soit. C'est très frappant de voir ça. Le bien commun est cause plus intime que le bien singulier et particulier. Parce que le bien commun a une beaucoup plus grande dignité dans l'être, c'est pour ça. On pourrait dire, pour prendre une image, que venant de plus haut, son effet rayonne plus profond. Par exemple, dans un orchestre, la place de chacun, la mise en œuvre de la partition, dépend plus du bien commun que de l'opération propre du chef d'orchestre. Très intéressant de voir ça. Dans un orchestre, la place de chacun dépend plus du bien commun, c'est-à-dire l'exécution du morceau, que de l'opération propre du chef d'orchestre. C'est pareil que dans l'univers, quand je retire une partie du tout, elle devient inintelligible. Une souffrance retirée du tout, bien souvent, devient inintelligible. Alors qu'une souffrance d'un animal, par exemple, peut se comprendre. Si les animaux ne se mangeaient pas entre eux, comme disait le père Philippe, il y a des diplodocus partout. C'est le plus gros qui subsisterait. Bon, alors on résume donc. Plus un bien commun est universel, plus il rayonne, plus il est parfait. Pourquoi ? Car il est plus communicable. Quelle que soit la bonté des lumières qui vous permettent d'écrire en ce moment, ce sont quand même des biens moins communicables que le soleil, et de ce point de vue-là, quand même moins parfaits que le soleil. La lampe de votre bureau est moins parfaite que le soleil. C'est un bien moins communicable, donc moins commun. Donc important de noter que perfection et communauté sont quasiment équivalentes. Mais tout ce que l'on vient de dire, vous voyez qu'on pose vraiment des jalons lointains pour arriver au bien commun politique, mais c'est capital, parce que ça clarifie un certain nombre de fausses idées, ça laisse intact un problème, et un problème important. C'est le rapport qui existe entre le bien commun et le bien particulier. Alors, il faut dire que non seulement le bien commun et le bien particulier ne s'opposent pas, mais que le bien commun est le meilleur bien de l'individu. En effet, quel est le bien de la personne ? Le bonum sum, comme on dit. Eh bien, le bien de la personne se dit de différentes manières. Premièrement, le bien de la personne se dit son bien propre.
Exemple, sa nourriture. Votre nourriture ne vous appartient qu'à vous-même. Le bien de l'aliment n'appartient qu'à celui qui l'utilise. Je suis désolé, il y a vous qui pourrez manger votre banane et personne d'autre ne pourra la manger à votre place. Donc ça, c'est un bien typiquement propre et singulier. Deuxièmement, le bien de la personne s'entend du bien de l'espèce. Donc le bien de la personne se dit aussi du bien de l'espèce. Exemple, ce ne sera plus la nutrition, ce sera par exemple la procréation. Ce sera donc la génération, ou l'éducation des petits, ou la défense. Et constatez que ce deuxième bien de la personne, et de l'animal aussi d'ailleurs, est un bien commun. C'est pas seulement un bien qui m'est singulier lorsque je défends les personnes de mon espèce. C'est un bien qui est commun, et remarquez que c'est un bien très concret. D'ailleurs, c'est important de noter que ce bien est inscrit dans la nature de l'animal et qu'il est lui-même préféré à son bien singulier. Troisièmement, le bien du particulier s'entendra non seulement donc du bien individuel, du bien de l'espèce, mais troisièmement aussi du bien du genre, comme on dit. C'est par exemple le cas des biens, comme on dit, intellectuels pour l'homme. C'est le cas des biens intellectuels pour l'homme. Cette ouverture au bien du genre est propre à l'homme. C'est le cas des biens intellectuels. En effet, par la connaissance intellectuelle, l'homme s'ouvre à l'universel. Et vous vous rappelez que le désir suit la connaissance. Et notamment par cette connaissance universelle, l'homme découvrira ce qu'est l'univers et le bien commun de l'univers. Et l'homme apprendra, en découvrant ça, à aimer son ordre au reste de l'univers, voir sa propre subordination. Il appréciera de voir où il est et la place qu'il doit tenir. Et ce bien commun est un bien encore beaucoup plus parfait. C'est un bien, naturellement, c'est un bien concret, là encore, très concret. Lors de l'univers, hein, c'est quelque chose de très réel. Cette notion est un petit peu difficile, si elle vous tracasse, vous pouvez la mettre entre parenthèses. Et on accède surtout maintenant au quatrième bien, qui est le bien le plus parfait. C'est qu'il y a un bien du particulier, de la personne particulière, qui lui convient de par sa similitude, de par sa ressemblance avec son principe, à savoir Dieu. Et l'homme désire Dieu comme son bien le plus parfait. Vous vous rappelez, on a vu ça en éthique, hein, donc je ne le redémontre pas. L'homme désire Dieu comme son bien le plus parfait, le plus élevé. Son bien le meilleur. Le bien le meilleur de l'homme, c'est pas le beefsteak qui est dans son assiette, c'est même pas le bien de l'espèce, c'est même pas le bien du genre, à savoir son ordre à l'univers, la connaissance qu'il a de l'univers. Son bien le plus parfait, c'est Dieu. Or, Dieu est par excellence le bien commun. Dieu est le bien le plus commun qui soit, au sens où c'est le bien le plus communicable. Vous voyez, c'est pas du tout une abstraction, moi j'espère. Dieu est la réalité par excellence, qui est diffusive sur tout. Dieu crée toutes choses par volonté, par amour, hein, comme on peut le démontrer en métaphysique. Et par cette diffusion d'être, et Dieu est par excellence celui qui se communique et que l'on doit aimer comme se communicant. Alors là, c'est plutôt comme chrétien que je raisonnerais, mais c'est très important de noter que le plus grand bien dans la communion des saints, dont je raisonne comme chrétien, c'est non pas mon bien propre à moi, à ma place, c'est savoir que chacun est à sa place. Et je préfère et j'aime ma subordination et mon inégalité dans la mesure où l'autre est mieux à sa place que moi, ou à une place qui est plus noble que la mienne. Très important. Des choses qu'on a beaucoup de mal à concevoir parce qu'on veut voir notre perfection en nous-mêmes.
Et bien des tristesses. Vous savez que la jalousie se définit comme une tristesse du bien d'autrui. Bien des tristesses en nous viennent de ce que nous ne savons pas et nous n'arrivons pas à nous réjouir du bien de l'autre. Vous savez qu'un des secrets de la fontaine de Jouvence, un des secrets pour vivre vieux en restant jeune, c'est de nous réjouir des biens des autres. On est dans un monde, vous savez que la France, elle bat tous les records, elle consomme 3 fois plus de neuroleptiques et de psychotropes que les États-Unis. Eh bien, c'est principalement dû à cette tristesse. Un des symptômes les plus fréquents en matière de névrose, de psychose, même de blessure tout court, c'est la tristesse, l'angoisse, l'agressivité, la culpabilité. Mais la tristesse est un symptôme commun à toutes les psychopathologies. Frappant. Et c'est quand même étonnant de voir comme le bien de l'autre ne nous réjouit pas. Le sens du bien commun nous apprendra à nous réjouir de ce que l'autre est ce qu'il est. Et quand on a appris ça, veut dire on est en joie perpétuelle parce qu'on a 36 raisons de voir le bien de l'autre. Donc, on peut conclure maintenant, ce que nous avons dit au début, le bien de la personne, le bien propre de la personne, c'est le bien commun. Et vous voyez aussi que le bien du singulier est d'autant plus parfait que le bien est plus commun. Notre bien à nous est un bien commun. À moins que vous mettiez votre bonheur, je vous dis, dans ce qu'il y a dans votre réfrigérateur ou dans votre McDonald's, qui donne des problèmes énormes aux États-Unis, vous savez, en matière d'athérosclérose. McDonald's commence à se rendre compte que ça a des inconvénients pour l'infarctus. Alors, ce n'est pas sans soulever quelques difficultés, ce que je vous dis. La difficulté principale, c'est la suivante. L'objection principale est la suivante. Est-ce que le bien de la personne n'est pas justement ce qu'il y a de plus incommunicable? Le propre d'une personne, c'est d'être un être incommunicable. Vous vous rappelez ce qu'on disait sur la liberté? Liberté, capacité d'autodétermination. Donc ma liberté, je ne peux pas l'aliéner, ma liberté. Donc est-ce que le bien de la personne est justement pas tout le contraire d'un bien commun? Puisque le bien de la personne, par exemple ma liberté, c'est quelque chose qui m'est parfaitement propre. Donc comprenez l'objection, c'est est-ce que justement le bien de la personne est par excellence un bien qui n'est pas commun parce que non communicable. Mon système de valeurs m'est propre. Ma prudence, ma justice, ma force, ma tempérance, qui sont des vertus, on a vu que c'est des choses importantes, c'est à moi. Ce ne sont pas des biens communs. Donc est-ce que je ne suis pas en train de me contredire? Eh bien, une distinction, je pense, est très éclairante. Il y a au fond de cette objection, qui court dans beaucoup d'esprits, une confusion majeure. Bien commun ne s'oppose pas à bien propre. Au contraire, bien commun s'oppose à bien singulier ou bien privé. Alors que bien propre s'oppose à bien étranger. En latin, on dit bonum alienum, c'est fort, hein, bien aliéné. Donc bien commun s'oppose à bien singulier, mais bien propre s'oppose à bien étranger. Bien propre, bien commun s'oppose à bien singulier. Exemple, justement quand on parle de, voilà, typiquement, voilà, l'éclair au chocolat. Contemplé dans une vitrine, c'est un bien commun, tout le monde peut le contempler. Manger par moi, c'est un bien singulier. Après vous le rappeler, tiens, hein. L'éclair au chocolat qui est vu est un bien commun, tout le monde peut passer devant et peut se réjouir en pensée. Le bien commun qui devient mon partage sur mon assiette est un bien singulier. Par contre, l'opposition bien propre, bien étranger, le bien propre, c'est le bien qui convient à ma nature. Par exemple, ma nature, c'est peut-être de faire des études, ou je ne sais pas, bon, très bien. C'est pas le bien, ma nature, c'est pas de faire un enfant, par exemple. Je ne suis pas une femme. Hein. Donc, bien propre s'opposera à bien étranger. Étranger à ma nature. Et c'est donc le fond de la confusion qu'il y avait dans l'objection. Le bien commun est votre bien propre, c'est pas un bien étranger, c'est votre bien propre. Et puis une deuxième objection, mais que l'on verra quand on va voir plus loin, est-ce que ce que je vous dis là n'est pas la porte ouverte à tous les totalitarismes? Parce que si je dis le bien commun est supérieur au bien propre, est-ce que je ne vais pas justifier tous ceux qui, au nom du bien commun,
immole l'humanité et les biens singuliers et les vies singulières. Alors ça, c'est une objection majeure. Je vais en parler quand j'aurai détaillé maintenant davantage ce que c'est que le bien commun politique, qui, vous le voyez bien, nous occupe beaucoup. Alors, le bien commun de la société politique. Après tout ce que nous avons dit, ça va être bien clarifié. Qu'est-ce que c'est que ce bien commun? C'est l'ensemble des conditions extérieures disposant au bien matériel et spirituel des citoyens. Citoyens, on va s'entendre non pas au sens de 89, mais au sens de cause matérielle de la société. Donc c'est l'ensemble des conditions extérieures disposant au bien matériel et spirituel des citoyens. Détaillons un petit peu ça. L'homme est soumis à différents biens communs. On a vu d'abord que l'homme était soumis au bien commun universel qui est Dieu. Ça, c'est le tout premier bien commun auquel il est soumis. Deuxièmement, l'homme est subordonné au bien commun de la société politique, qui est un bien inférieur. Et c'est un véritable bien commun, on va le revoir, parce qu'il est communiqué à toute la société. Troisièmement, il ne faut pas oublier que l'homme n'est pas que citoyen. L'homme peut être père de famille, il peut être responsable d'une société, il peut participer à un club de bridge ou je ne sais pas quoi, de philatéliste. Donc, l'homme est aussi soumis à un certain nombre de biens communs, familiaux ou associatifs. Toute la vie associative présente des biens communs, toujours, auxquels l'homme se soumet par son intégration. Or, il y a un ordre entre ces différents biens communs. D'abord, tous les biens communs s'ordonnent au bien commun ultime qu'est Dieu. Première chose, très importante. Notamment le bien commun politique. Le bien commun politique, s'il est totalisant, est obligatoirement totalitaire. Le bien commun politique, s'il est totalisant, il est totalitaire. Il est soumis au bien commun par excellence qu'est Dieu. Et d'ailleurs, très concrètement, si le bien commun politique n'est pas soumis au bien commun comme tel, qui est le bien commun d'abord de l'univers, ensuite de Dieu, même indépendamment de Dieu, de l'univers, de l'ordre naturel, nous sommes tenus en conscience de nous y soustraire. Ça pose des questions graves. Ça, c'est une question de prudence pas facile. C'est la fameuse question du tyrannicide juste qu'on posait autrefois en politique. Est-ce qu'il est juste de tuer le tyran? Est-ce qu'il était juste, par exemple, de tenter un attentat contre Hitler? Bon, question. Là, bon, ça, c'est une question de prudence qui ne sont pas faciles à régler. Et en fait, là, c'est une question de mesure du risque encouru, à savoir si le tort fait en tuant le tyran est supérieur à celui qu'il commet lui-même, il est évident qu'il ne faut pas le tuer. Bon, c'est donc une question de peser, mais c'est pas facile, c'est de peser un peu les conséquences de l'acte. En tout cas, je pense par exemple à la clause de conscience par rapport à l'avortement. C'est évident que ça s'oppose comme tel, par exemple, une société qui prône l'avortement, donc le fait de tuer des innocents, ça va non seulement contre Dieu, mais d'abord contre l'ordre universel, l'ordre naturel. Donc là, ça va directement contre un bien commun supérieur au bien commun politique, très clairement. Donc, des questions comme celle-ci peuvent éventuellement remettre en question, si elles sont extrêmement profondes, le sens même de la société et son existence parfois, quand ça va loin. Inversement, et c'est important de le noter, donc premièrement on voit l'ordonnance, la hiérarchie des biens communs, il est aussi légitime que l'homme ne s'ordonne pas qu'à Dieu seul sous prétexte que c'est le bien commun supérieur. Donc il est légitime que l'homme s'ordonne au bien commun politique. Car il y a des biens communs inférieurs à Dieu. Et qui, comme tel, je vous rappelle, le bien commun étant un bien parfait, il mérite qu'on s'y subordonne. Donc on n'a pas à nier l'existence de la société sous prétexte que Dieu est supérieur à tout. Dieu et moi dans ma petite bouteille. Un seul maître à bord après Dieu. Ça c'est valable sur un bateau.
même si nous sommes embarqués dans une drôle de galère parfois. C'est important, donc tous ces biens communs, donc veut dire qu'ils jalonnent notre vie. Par exemple, je n'ai pas le droit de réveiller mon immeuble à 3 heures du matin parce que j'ai envie d'écouter un programme de radio, tout simplement parce que le bien commun est supérieur à mon bien singulier. Donc important de noter que tous ces biens communs intermédiaires doivent être respectés comme tels. Et dernière conséquence aussi sur l'ordre entre les biens communs, le bien commun de la famille, pour être assez parfait, est moins parfait que le bien commun politique. C'est quelque chose de difficilement recevable aujourd'hui. On imagine que le plus parfait, c'est mon petit bonheur, ma famille, mes amis, et puis voilà. Pas du tout. Le bien commun de la famille est un véritable bien commun, mais il est moins parfait. Le meilleur signe, c'est que le bien commun de la famille est un bien moins communicable que le bien commun politique. L'amitié entre les époux, elle rayonne sur les époux et sur les enfants, puis voilà. C'est donc pas un bien éminemment communicable comme le bien commun politique. C'est pour ça que la société peut éventuellement demander le sacrifice, on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en 14-18, elle peut demander le sacrifice des enfants à une famille pour défendre la patrie. Donc concrètement, le bien commun de la famille est un bien commun inférieur et moins parfait que le bien commun politique. Que le mot patrie ne vous choque pas, ça signifie l'État. La patrie, ça veut dire étymologiquement ce qui a comme un rôle paternel et un rôle donc de donation. La nation nous donne la culture, la langue, etc. Et ça va nous permettre, donc ce que nous venons de dire, d'avoir une saisie un peu plus concrète de ce qu'est le bien commun politique. Parce que ce ne soit pas des abstractions, mais que vous voyez. Le bien commun recouvre un certain nombre de réalités matérielles et spirituelles, vous ai-je dit. Énumérons-en quelques-unes. Ce n'est pas exhaustif parce que c'est un domaine très vaste et très complexe. Premièrement, le bien commun recouvre un certain nombre de réalités matérielles. On va commencer par la défense du pays, par exemple. Je ne sais pas moi, les voies de communication, l'industrialisation. Nous passons notre temps à bénéficier du bien commun, à commencer justement par cette lumière ou par cette chaleur. Nous sommes terriblement dépendants de l'EDF. Confère le bouquin, le livre de Barjavel, Ravage. C'est un livre tout à fait intéressant de ce point de vue-là pour voir notre dépendance par rapport à la technologie et par rapport aussi à ce que la politique tient de ce point de vue-là. Et deuxièmement, il y a des réalités. Le bien commun comprend ce nombre de réalités matérielles. Par exemple, l'accession de tout homme au travail. Le bien commun comporte ça. L'accession de tout homme au travail, parce que le travail n'est pas qu'un moyen, ça donne une certaine dignité, on n'a qu'à voir le chômage et ses conséquences désastreuses du point de vue psychologique et du point de vue social. La paix fait partie du bien commun. Et toutes les valeurs culturelles et artistiques, etc. Bref, donc le bien commun, c'est le bien de la personne. Alors, on va reprendre la difficulté que nous avons vue, ça va nous permettre d'éclairer un point important. Nous disons que le bien commun, c'est le bien de la personne. Autrement dit, que le bien commun est pour la personne. Or, nous avons aussi parlé de hiérarchie des biens. Nous avons dit le bien commun est au-dessus du bien singulier. On a dit que justement, il pouvait y avoir éventuellement sacrifice du bien singulier pour le bien commun. Notamment, je veux dire, on peut demander à quelqu'un de sacrifier son bien qui est sa vie, éventuellement ses biens matériels, au nom du bien commun. Alors la question qui se pose, c'est, mais qu'est-ce qui est premier? C'est le bien commun ou c'est le bien singulier? Est-ce que la personne est pour le bien commun ou est-ce que le bien commun est pour la personne? La question vitale qui est la suivante. La question justement la question du totalitarisme. Pour répondre, comme toujours quand on a une question embarrassante, est-ce que le bien commun est pour la personne ou la personne pour le bien commun, il faut poser une distinction.
on peut envisager la personne de deux manières, soit d'un point de vue matériel, soit d'un point de vue formel. D'un point de vue matériel en sa singularité, d'un point de vue formel dans sa nature de personne, qui justement est universelle. Du point de vue matériel, la personne humaine est un bien singulier, qui donc, comme tel, doit être subordonné au bien commun, comme la partie se subordonne au bien du tout. Mais du point de vue formel, la personne humaine, c'est le contenu même du bien commun. Il y a identité entre le bien commun et le bien humain. Attention, c'est un commun, c'est un universel, veut dire concret là encore, hein, car il est apte à se donner exemple. Un puits, c'est un universel concret, beaucoup plus qu'un robinet. Un robinet, c'est pour la maison, éventuellement pour moi. Mais un puits, c'est fait pour la communauté. C'est partie du bien commun comme tel. Donc le contenu même du bien commun, c'est le bien personnel. Et donc vous saisissez toute la réponse qu'il y a à faire au totalitarisme. Hein. Le totalitarisme ne recherche pas le bien commun comme tel, parce que le bien commun qu'il prétend défendre n'est pas un bien personnel. Alors on peut répondre à deux niveaux par rapport au totalitarisme. D'une part, ce n'est pas le bien de l'homme qu'il recherche, c'est un certain bien idéal, typiquement un bien commun de la première nature, et qui est un bien finalement déshumanisant. Par exemple, l'athéisme militant qui refusera donc la pratique pour ceux qui sont sous l'état, veut dire, de leur religion, est profondément déshumanisant parce que ça va nier comme tel la liberté de la personne. Donc, niant la liberté de la personne, on nie un bien essentiel de la personne. Donc le totalitarisme, d'une part, va nier le bien. D'autre part, ce n'est pas un bien commun, puisque vous savez comme moi que dans les sociétés totalitaires, le plus souvent le bien commun n'est que le bien d'une minorité. Le bien commun n'est que le bien d'une apparatchik de privilégiés. Hein. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas affaire à un véritable bien commun. Donc on ne peut pas, au nom de ce bien commun, tuer les individus et demander que ces individus eux-mêmes sacrifient leur vie. Parce que justement, ce n'est pas un bien commun pour lequel ils sacrifient leur vie. Vous savez que le communisme a fait depuis le début du siècle 180 millions de morts. C'est un chiffre à connaître. La Grande Marche de Mao a fait 65 millions de morts. C'est des chiffres qui font réfléchir. Le dernier point par rapport au bien commun, j'ai dit, c'est l'ensemble des conditions extérieures. En effet, le bien commun, contrairement au bien supérieur qui est le bien divin, vous vous rappelez que plus un bien est commun, plus il est parfait, plus il rayonne à l'intime, n'est pas assez rayonnant pour aller jusqu'à l'intime des consciences. Donc le bien commun ne peut que donner les conditions extérieures du bonheur. Donc c'est important de noter que le bien commun n'est pas le bonheur. Il donne les conditions matérielles et spirituelles permettant le bonheur, mais il ne donne pas le bonheur. Il n'est pas assez parfait pour rayonner au point de nous donner le bonheur. C'est Dieu seul qui est le bonheur, et justement Dieu rayonne à l'intime de nous-mêmes. Dieu cause en nous le plus intime. Augustin disait, Dieu qui est plus intime à moi-même, que mon intimité. Donc jamais le gouvernement, on va en reparler un petit peu en parlant de la loi, jamais le gouvernement ne peut aller comme tel au fort intérieur, au fort intime des consciences. Après, cause matérielle et cause finale, cause formelle, le régime politique. Le régime politique, c'est donc, par définition, la forme de la société politique. Il faut, pour atteindre le bien commun, une autorité. Très important de noter que pour atteindre le bien commun, il faut une autorité. C'est-à-dire un régime, c'est pareil, un régime politique ou autorité, qui vient de auctor, auteur. Hein. Il faut, donc pour atteindre le bien commun, il faut une autorité. C'est important de noter que,
à partir du moment où on a une multiplicité de personnes, une multitude de personnes, elles ne peuvent unifier leur agir que sous une autorité. C'est très important de noter que l'autorité n'est pas que la conséquence d'un état, je dirais, de faute ou de péché ou d'égoïsme. Mais c'est d'abord, même si les hommes étaient parfaits, il faudrait une autorité. L'exemple le plus banal que l'on connaisse, s'il faut tirer un bateau sur une grève, sur une plage, s'il n'y a pas quelqu'un qui tape dans sa main pour dire vous tirez maintenant, chacun tirant un tour de rôle, le bateau n'avancera jamais. Il faut que quelqu'un donne un ordre pour que les forces soient coordonnées. Donc l'autorité est indispensable pour amener un agir commun à sa finalité. Il ne faut pas avoir de scrupules. Dès qu'il y a un groupe, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise on mange à telle heure. Quand on part en vacances, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide bon, tu prépares la cuisine, c'est moi qui fais la vaisselle, etc. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. Donc il faut bien une autorité. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. L'autorité est au service du bien commun. Ça serait mauvais si elle se substitue au bien commun, mais elle est au service du bien commun. J'étais frappé de voir que même chez les chiens de traîneau, vous savez, il y a un chien à la tête du chien de tous les chiens loups qui sont là. Il faut qu'il y ait, en l'occurrence, un animal qui dirige. Donc, il y a besoin, dès qu'il y a une société et un groupement, d'une autorité. Alors, il y a différents types de régimes politiques. Je vais aller directement à l'essentiel. On les classe par régime d'un seul, plusieurs ou de tous. Les régimes politiques se répartissent selon que le gouvernement appartient à une personne, à plusieurs ou à tous. Quand c'est une personne, on appellera ça monarchie si le régime est bon, tyrannie si le régime est mauvais. Deuxièmement, le gouvernement de quelques-uns, que l'on appellera aristocratie si le gouvernement est bon, et oligarchie si le régime est mauvais. Troisièmement, le gouvernement de tous, que l'on appellera république si c'est un bon gouvernement. Et nous dit Aristote, mais c'est un petit peu plus difficile à accepter aujourd'hui, démocratie quand le gouvernement est mauvais. Mais en fait, aujourd'hui, le mot démocratie est finalement identique et synonyme de république. République et démocratie ont le même sens. Bon, peu importe. La grande question qu'on se pose toujours et qui a remué toute la philosophie politique depuis Platon jusqu'à Tocqueville, la grande question, c'est toujours de savoir quel est le meilleur régime politique. C'est une grande question. Alors, je vais vous décevoir beaucoup. C'est un faux problème. Alors, je ne vous détaille pas tout ce qu'on a pu dire sur la question. Qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse très rapide à cette question ? On peut résoudre la question d'un point de vue théorique. On peut dire qu'en effet, il existe en soi un meilleur régime politique. Je dis bien en soi, c'est-à-dire du point de vue du très universel. Ce meilleur régime, c'est la monarchie. C'est le régime d'un seul. Il y a de multiples raisons pour ça. Un seul unifie davantage, notamment. C'est la principale raison. Un seul unifie davantage et permet davantage, donc, l'accession au bien commun. Le seul problème, c'est que la politique, c'est du pratico-pratique, c'est du concret. Or, et ça faut le dire contre Maurras notamment, Maurras était convaincu que la monarchie était le meilleur régime en soi et partout, c'est une profonde erreur. C'est justiciable de deux critiques, cette position du monarchisme absolu. La première et la plus décisive, il faut bien la noter, c'est important. Un grand principe de philosophie politique est que la société politique est une réalité naturelle et non pas purement contractuelle, comme dit Rousseau. Rousseau voyait dans la société politique une réalité due à une volonté de contrat entre les individus. Non, tout gouvernement résulte naturellement de faits antérieurs, comme on dit. Tout gouvernement résulte naturellement de faits antérieurs. Vous ne pouvez pas inventer une société politique à frais nouveaux. Il y a tout un contexte géographique et historique qui donne à chaque pays sa physionomie. Et on ne pourrait pas les gommer. Et c'est ça d'abord qui a modelé et qui a donné la société. Par exemple, c'est évident que la Suisse est faite pour
une démocratie. Et les faits naturels, autant que les mentalités, autant que la géographie, font que la Suisse est une démocratie, et plaquer le régime monarchique comme le voudrait un Marat serait quelque chose de tout à fait inadéquat et non politique, non prudentiel. Deuxième raison, qui va contre l'application systématique du principe monarchique, c'est que il faudrait que le monarque, de monos seul toujours, monosarché, c'est le principe, soit un saint. Ou comme disait comme disait Platon, il disait il faudrait que le philosophe soit roi, ou du moins que les rois deviennent philosophes. Alors c'est la grande déception de Platon, vous savez. Il a toujours voulu que le tyran de Syracuse devienne un grand philosophe. Et puis finalement, le problème est de savoir où le trouver. Et surtout, comment éduquer le roi, parce que vous comprenez, s'il faut que le roi soit philosophe, il faut donc que ceux qui l'éduquent soient aussi philosophes. Tout le problème de l'éducation des princes. Question d'ailleurs dramatique, par mot de parenthèse, je crois que c'est une des plus profondes absurdités aujourd'hui, c'est qu'on a des écoles pour tout faire, on fait tout dans les écoles, on se forme à tout domaine, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'apprend pas, c'est à gouverner. Bon, c'est vrai qu'on n'apprend pas non plus à devenir père de famille, c'est vrai. Donc toutes les choses importantes et qui tissent la société, on ne les apprend pas. Napoléon disait qu'on apprend à devenir parent 20 ans avant la naissance des enfants que l'on aura. Et veut dire, la famille veut dire qui va former un gouvernant, comme dans une famille monarchique par exemple, il est certain que la personne sera beaucoup plus ordonnée par sa structure même à gouverner. Quand on voit depuis dans la Ve République ce qui se succède comme formation chez nos gouvernants, ça pose question. On a eu le droit à un homme de lettres, Pompidou, on a le droit à des énarques, on a le droit à des avocats, etc. Est-ce qu'ils sont formés pour gouverner? Ça pose question. Et c'est une question dramatique parce que on ne peut pas, du jour au lendemain, par génération spontanée, devenir gouvernant. Alors, quel est le meilleur régime? On ne peut pas raisonner dans l'abstrait. Il faut raisonner dans le concret. Et en définitive, si on reprend notamment les analyses très fines de Montesquieu dans l'esprit des lois, il faut dire qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe dans les faits et dire que le régime qui actuellement fonctionne là où il est, le régime naturellement établi, est de soi le régime qui est, sinon le meilleur, du moins le moins mauvais. Donc important de noter que d'abord le régime qui est bon, c'est le régime qui existe, donné par les faits. Et deuxième réponse importante à donner, dans la mesure où tout le monde n'est quand même pas très vertueux ni extrêmement bon, Aristote dit la meilleure solution, c'est finalement une espèce de solution intermédiaire qui est le régime modéré. Je n'ai pas le temps de vous le détailler. Il dit c'est le régime des classes modérées, des classes moyennes. Enfin, la cause efficiente de la société politique, c'est une question très vaste. Je n'en dirais que deux mots. La cause efficiente, donc je vous rappelle, c'est ce qui permet de poser une opération pour accéder à la finalité qui est le bien commun. Il est important de constater que le bien commun, ce n'est pas seulement que l'affaire du gouvernement, c'est aussi l'affaire des citoyens. Donc le bien commun doit être d'abord posé par l'action du gouvernement, notamment c'est l'action qui est posée par le triple ou plus précisément le quadruple pouvoir, le pouvoir délibératif, législatif, exécutif et judiciaire. Je dis bien les quatre. Généralement, avec Montesquieu, on ne parle que du pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Mais il y a d'abord le pouvoir délibératif. Et vous savez comme moi que le mouvement des démocraties a été de plus en plus de séparer ces différents pouvoirs, donnant en général le pouvoir exécutif, le pouvoir délibératif et législatif au Parlement, et le pouvoir exécutif au gouvernement, au président de la République notamment. Alors là-dessus, il y a aussi plein de choses à dire. Notons que, est-ce qu'il faut oui ou non séparer les pouvoirs? La réponse est la suivante. Plus le gouvernant est bon, et le peuple aussi, plus il faut unifier.
plus on court le risque d'une tyrannie, et plus il faut préserver la porcelaine, et il faut séparer les pouvoirs, en sachant que la séparation des pouvoirs engendre une beaucoup plus grande entropie dans ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a insisté. On assiste actuellement, d'ailleurs c'est typique le passage de 4e République à 5e République, on assiste à une concentration du pouvoir et quand même à un renforcement de la démocratie parlementaire, donc renforcement de l'unité des pouvoirs quand même. Et donc ça montre bien que la 4e République était quand même assez inefficace et que la division trop grande des pouvoirs engendre une relative inertie dans l'action politique. Mais c'est à modérer donc. Et cause efficiente donc du point de vue de l'État. Deuxièmement, et je vais terminer par là, il faut aussi que le citoyen participe. Et la grande vertu du citoyen, c'est, on a vu tout à l'heure donc l'importance du sens du bien commun, mais la grande vertu du citoyen, c'est ce que l'on appelle la justice, et la justice légale. C'est la vertu par laquelle le citoyen s'ordonne au bien commun, aime le bien commun comme supérieur à son bien propre, et comme étant son bien propre d'ailleurs par excellence, on l'a vu. La justice, c'est pas d'abord payer ses impôts à temps, hein. D'ailleurs, jamais on le fait par peur des 10% uniquement. Mais c'est par excellence la vertu du sens de l'autre, du respect de l'autre. C'est la vertu qui donne à chacun sa dignité propre. Et pour terminer, je vais vous citer une belle parole de Simone Weil qui le reprend. Simone Weil qui est morte en 1943, la philosophe, qu'elle reprend d'ailleurs une citation hindoue. La justice, dit-elle, est la souveraineté de la souveraineté. C'est pourquoi il n'est rien au-dessus de la justice. Et elle explique, celui qui est sans puissance peut égaler celui qui est très puissant au moyen de la justice.